Si vos paroles ne touchent pas les gens, votre voix ne les mènera nulle part. Cette vérité simple change tout ce que vous pensiez savoir sur la communication. Beaucoup parlent pour être entendus. Les leaders, eux, parlent pour être retenus. La différence n'est pas dans le volume, elle est dans la précision, la clarté, la force et le moment choisi. Dans un monde saturé de sons, la voix seule ne suffit pas. Elle doit être ressentie. Elle doit porter quelque chose de réel. Sinon, vos idées, aussi brillantes soient-elles, ne pèseront rien. Quand votre voix n'est pas respectée, vos messages se perdent. Et quand vos paroles n'ont aucun poids, votre présence, elle aussi, devient légère. Ce que vous allez découvrir ici n'est pas un discours motivant de plus. C'est un guide pratique pour construire une voix qui inspire naturellement le respect. Une voix qui crée des mouvements, qui pousse à agir sans jamais avoir besoin de crier ou d'impressionner. Une voix qui ne se contente pas de remplir l'espace, mais qui laisse une empreinte. Une voix qui ne s'adresse pas à l'oreille, mais à l'esprit. Aux décisions, au courage. Il ne s'agit pas d'utiliser de grands mots, il s'agit d'utiliser des mots forts. Il ne s'agit pas de parler plus, il s'agit de parler mieux. Parce que dans chaque interaction, vous avez le choix, faire du bruit ou provoquer une transformation. Ce programme vous montrera, chapitre après chapitre, comment parler comme quelqu'un qui mérite d'être écouté. Non pas plus tard, maintenant. Parce que si vos mots ne dirigent pas, rien d'autre ne le fera. Et si vous me permettez une petite parenthèse au milieu de tout cela, si vous appréciez ce que vous entendez jusqu'ici, je vous invite très cordialement à vous abonner à la chaîne Bibliothèque Audio, à laisser un commentaire avec votre ressenti et à liker la vidéo. Cela aide énormément à faire grandir ce projet et permet à d'autres d'accéder à ces réflexions. Merci de votre soutien et revenons à ce qui compte. Le leadership commence par cela. Possédez chaque mot que vous prononcez, avec pleine confiance. Si vous parlez et que vos mots n'ont aucun poids, alors vous ne faites que du bruit. Et le bruit n'inspire personne. Il ne fait pas changer les mentalités. Il ne crée pas de lien. Mais quand vous parlez avec confiance, quand chaque mot semble compter et porté par une intention claire, les gens écoutent. Ils se taisent, ils se penchent en avant et surtout, ils se souviennent. La confiance, ce n'est pas l'arrogance, ce n'est pas de parler fort, ce n'est pas de dominer les autres. La vraie confiance, c'est d'être pleinement aligné avec ce que vous dites, de croire sincèrement à vos paroles. Parce que si vous ne croyez pas vous-même à ce que vous exprimez, pourquoi quelqu'un d'autre y croirait-il ? Trop de gens parlent à moitié. Ils lancent des « je pense que »,« peut-être »,« je suppose » ou encore « je ne suis pas sûr ». Ces expressions affaiblissent chaque phrase. Et un message affaibli est un message oublié. Personne ne suit une voix hésitante. Personne ne s'inspire d'un discours tremblant. Si vous voulez parler en leader, commencez par croire que vos mots ont de l'importance. Dites ce que vous pensez ce que vous dites, et tenez-en la responsabilité. Il ne s'agit pas de jouer un rôle, mais d'incarner une parole. Cela commence dans les petits détails. Les mots que vous utilisez chaque jour. Beaucoup parlent machinalement, par habitude, par remplissage. Mais un leader parle avec intention. Il ne gaspille pas ses phrases. Il ne s'embrouille pas. Il ne tourne pas autour du pot. Il parle droit, simple, réel, avec la présence de quelqu'un qui a mérité le droit d'être écouté. La confiance vient aussi de la préparation. Si vous ne savez pas de quoi vous parlez, votre voix tremblera. Votre message s'effondrera. C'est pourquoi les leaders réfléchissent avant de parler. Ils organisent leurs pensées. Ils clarifient leurs idées. Ils savent ce qui est essentiel. Et quand vient le moment de s'exprimer, ils ne le font pas à l'improviste. Leurs paroles portent parce qu'elles ont déjà été confrontées à la réalité. Il y a une autre dimension encore plus puissante. L'alignement entre vos mots et vos actes. Si vous dites une chose et que vous en faites une autre, les gens le verront. Et pire encore, vous commencerez à vous en rendre compte vous-même. Ce décalage mine votre voix intérieure. Et sans voix intérieure solide, il n'y a pas de voix extérieure convaincante. Les gens observent vos choix bien plus qu'ils n'écoutent vos arguments. C'est votre comportement qui donne de la force à vos mots. Et s'il y a une chose que vous devez cesser immédiatement, c'est de vous excuser pour votre vérité. Arrêtez d'adoucir vos messages pour ne pas déranger. Un leader ne parle pas pour être aimé. Il parle pour être compris. Il parle pour éclairer, pour orienter.
Si vous êtes constamment préoccupé par ce que les autres vont penser, vous ne direz jamais rien qui mérite d'être entendu. Il ne s'agit pas d'être rude ni d'être dur, il s'agit d'être vrai, d'assumer ce que vous avez à dire, même si cela dérange. Quand vous entrez dans une pièce et que vous parlez, les gens doivent le ressentir. Pas parce que vous êtes bruyant, mais parce que vous êtes solide, parce que vous êtes ancré, parce que vos mots viennent d'un endroit mûri, vécu, testé. Vous ne parlez pas par opinion, vous parlez depuis l'expérience, et c'est ce qui donne du poids à vos paroles. Cela implique aussi d'éliminer tout langage faible, tous ces petits mots qui protègent l'ego mais affaiblissent le message. Supprimez les je crois, je suppose, c'est peut-être idiot, mais si vous croyez en quelque chose, dites-le. Si vous défendez une idée, exprimez-la clairement. Trop de gens affaiblissent leur voix en voulant être aimables. Mais le leadership ne se construit pas sur la gentillesse. Il se construit sur la clarté, sur l'honnêteté. Même quand c'est inconfortable. Savoir parler, c'est aussi savoir se taire. Les orateurs faibles remplissent en chaque silence. Ils ont peur du vide. Mais les communicateurs solides savent que le silence peut être aussi puissant que la parole. Vous dites quelque chose d'important, puis vous vous taisez. Vous laissez le message s'installer. Vous ne cherchez pas l'approbation. Vous ne courez pas après l'applaudissement. Vous vous contentez de dire ce qui doit être dit, et vous attendez. Et ce silence, lui aussi, parle. Souvenez-vous toujours de cela. Votre voix est un outil, pas une béquille. Vous ne parlez pas pour prouver quoi que ce soit. Vous parlez pour guider, pour porter du sens, pour conduire les autres vers quelque chose de meilleur. Et quand vous le comprenez, votre ton change. Vous arrêtez de performer. Vous commencez à diriger. Parler comme un leader, ce n'est pas maîtriser une grammaire parfaite. Ce n'est pas impressionner. C'est être clair, c'est être certain, c'est être vrai. Les gens suivent cela. Les gens répondent à cela. Car dans un monde bruyant, les voix authentiques se démarquent. Si vous voulez parler comme un leader, commencez par cette décision simple. Possédez chaque mot que vous prononcez. Ne déléguez plus votre voix. Ne doutez plus de votre message. Parlez avec votre cœur, avec vos tripes. Parlez comme si cela comptait, parce que c'est le cas. Et à chaque fois que vous le ferez, votre confiance grandira, votre présence aussi, et avec elle, votre leadership. Car dès l'instant où vous possédez vos mots, vous commencez à posséder l'espace autour de vous. Vous entrez dans la pièce autrement. Vous rayonnez d'une force tranquille, et les autres le voient, l'entendent, le sentent. Vous ne prétendez plus être un leader, vous en devenez un. Et cela change tout. Parler clairement n'est pas une option, c'est une exigence. Si vous voulez être écouté, compris et suivi, vos mots doivent frapper juste. Trop de personnes parlent sans se rendre compte de l'impact de leur manière de s'exprimer. Elles parlent vite, elles s'éparpillent, elles supposent que les autres comprendront. Et puis elles s'étonnent de ne pas être prises au sérieux. Mais ce n'est pas le monde qui ne les écoute pas, c'est leur voix qui ne transmet rien de solide. Parler comme un leader signifie prendre la responsabilité totale de la clarté de son message. Vous ne balancez pas vos idées à l'aveugle, comme on jetterait un seau d'eau sur un feu. Vous pensez avant de parler. Vous structurez ce que vous voulez dire. Vous allez à l'essentiel et vous coupez tout ce qui est de trop. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point la clarté est rare. Ils parlent sans réfléchir. Ils tournent autour du sujet. Ils mélangent les idées et au final, ils perdent leur auditoire. Un message mal exprimé n'a aucune chance de créer de l'impact. Même la meilleure idée, mal formulée, devient invisible. C'est pourquoi parler clairement est une marque de respect, pour soi et pour les autres. La première étape est simple. Sachez ce que vous voulez dire avant de le dire. Si vos pensées sont confuses, vos paroles le seront aussi. Vous devez prendre le temps d'organiser vos idées, de clarifier votre message et de choisir les mots qui le serviront avec efficacité. Soyez spécifique, ne restez pas dans le vague. Dites ce que vous voulez dire, dites-le droitement. Par exemple, si vous demandez quelque chose à quelqu'un, faites-le sans détour. Ne cachez pas votre intention sous des excuses. Ne surchargez pas votre phrase de détails inutiles. Une demande claire est une marque de confiance. Une consigne nette est une preuve de leadership. La clarté, c'est aussi le courage de couper les mots superflus. Si vous pouvez dire une chose en 5 mots, ne la dites pas en 15. Trop de mots noient le message. Les gens décrochent, ils ne retiennent rien. Et une fois que vous avez perdu leur attention,
il est presque impossible de la récupérer. Les leaders ne gaspillent pas l'attention. Ils la respectent, ils l'utilisent avec précision. Et cette précision commence avec le choix du vocabulaire. Parlez avec des mots que votre auditoire comprend. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de connexion. Si vous utilisez un langage technique, abstrait ou trop soutenu, vous créez de la distance. Vous donnez l'impression de parler à vous-même. Mais si vous parlez leur langue, vous les rejoignez là où ils sont. Et c'est à partir de là que l'impact devient possible. Un des meilleurs moyens de rendre vos paroles claires est de ralentir. Quand vous parlez trop vite, vous perdez du poids. Vos mots s'entrechoquent, vos phrases se brouillent. Ralentir montre que vous êtes maître de votre message. Cela montre que vous réfléchissez. Cela donne à votre auditeur le temps de digérer ce que vous dites. Cela crée du respect. Souvent, les gens parlent vite parce qu'ils sont nerveux. Ils veulent avoir l'air compétent. Mais en réalité, la rapidité donne une impression d'instabilité. Le leadership, lui, respire. Il prend le temps. Il laisse des silences. Et ces silences, bien utilisés, ajoutent de la puissance à vos propos. Votre ton aussi a une importance capitale. Le ton transmet ce que les mots seuls ne peuvent pas dire. Vous pouvez prononcer une phrase juste, mais avec un ton trop sec, trop hésitant ou trop plat, elle perdra tout son sens. À l'inverse, une phrase simple dite avec conviction peut frapper très fort. Votre ton est l'écho audible de votre attitude. Si votre ton est confus, votre message l'est aussi. Un bon leader ajuste son ton à son message. S'il faut être sérieux, il le montre. S'il faut être inspirant, il l'incarne. Il ne laisse pas de doute. Il ne laisse pas la salle interpréter. Il guide. Il dirige l'énergie. Il ne laisse pas la communication au hasard. Un autre piège de la communication faible, c'est vouloir tout dire d'un coup. Vous n'avez pas besoin de raconter toute l'histoire en une seule fois. Choisissez votre idée principale. Construisez autour. Restez concentré. Un message, une direction. C'est la discipline de la simplicité. Et la simplicité n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de force. Vous savez que vous parlez avec clarté quand vous pouvez formuler une idée puissante en une seule phrase. Et parfois, répéter une fois votre point essentiel est tout ce qu'il faut. Pas 5 fois, juste une. D'abord, vous le dites, puis vous le marquez d'une pause. Ensuite, vous le reformulez une seconde fois, avec assurance. Puis, vous avancez, sans détour, sans boucle. Vous devez aussi apprendre à lire la salle. Regardez les visages, observez les yeux. Sont-ils captivés? Sont-ils perdus? Sont-ils ailleurs? Vos mots doivent attirer l'attention. Et s'ils ne le font pas, adaptez. Posez la question. Est-ce que c'est clair pour vous? Pas comme une formalité, comme un vrai test. Et si la réponse est non, non, ne vous défendez pas. Reformulez, faites mieux. Beaucoup oublient également que la communication passe par le corps. Votre message n'est pas que dans vos mots. Il est dans votre posture, votre regard, vos gestes. Si vous dites une chose, mais que votre visage ou votre corps exprime autre chose, le public croira ce qu'il voit, et non ce qu'il entend. Vous devez être cohérent, présent, droit, aligné. Votre présence renforce la clarté de votre discours, et surtout, comprenez que parler clairement est un entraînement. Cela ne vient pas tout seul, vous devez pratiquer. Chaque jour, dans les conversations quotidiennes, dans vos explications, dans vos demandes, dans vos conflits. Vous affinez vos mots, vous affinez votre pensée, vous vous améliorez. La clarté se gagne, c'est un choix, une compétence. Et chaque fois que vous ouvrez la bouche, vous avez une chance. Bâtir la confiance ou la briser. Guider les gens ou les embrouiller. L'impact ne dépend pas de la longueur du discours, mais de la précision. Alors, ne vous cachez plus derrière un langage flou. Ne parlez pas en espérant que les autres comprennent. Décidez, à partir d'aujourd'hui, de parler clairement. De parler avec intention. De faire en sorte que chaque mot vous rapproche de votre but. Parlez comme si vos paroles avaient du poids. Parce que c'est le cas. Parlez comme quelqu'un qui sait où il va, qui a pensé son message, qui a testé sa voix, et qui est prêt à être entendu. C'est ainsi qu'un leader parle. C'est ainsi qu'un leader connecte. C'est ainsi qu'un leader construit quelque chose de réel. Pas avec du bruit, mais avec de la clarté et de la conviction. Avant de prétendre guider qui que ce soit, vous devez d'abord apprendre à vous guider vous-même. Et cela commence par votre voix,
Pas seulement ce que vous dites, mais la manière dont vous le dites. Parce que votre voix n'est pas qu'un son, elle est le reflet de votre état d'intérieur. Elle traduit votre assurance, votre stabilité, votre discipline ou leur absence. Vous pouvez avoir les meilleures intentions du monde, des idées brillantes, des convictions fortes. Mais si votre voix tremble, si elle s'éparpille, si elle hésite, les gens hésiteront à vous suivre. Ce n'est pas une question de contenu, c'est une question d'énergie. Les gens n'écoutent pas uniquement ce que vous dites. Ils écoutent surtout comment vous le dites. Le leadership commence avec la manière dont vous vous tenez. Et votre voix est un prolongement direct de votre posture intérieure. Si vous êtes nerveux, on l'entendra. Si vous êtes en colère, on le sentira. Si vous doutez, cela transparaîtra. Et ce que vous ne contrôlez pas en vous-même deviendra visible dans votre voix. Le bruit émotionnel intérieur finit toujours par devenir audible à l'extérieur. C'est pourquoi, avant même d'ouvrir la bouche, vous devez apprendre à contrôler votre ton, votre volume, votre rythme et votre calme intérieur. Un leader ne parle pas juste pour parler. Il attire naturellement l'attention, non pas par le bruit, mais par la maîtrise. Une voix stable et posée a bien plus d'impact qu'une voix forte et agitée. Elle envoie un message clair. Je suis ici pour guider, pas pour séduire. La différence est simple. Ceux qui parlent fort veulent être vus. Ceux qui parlent avec calme veulent être compris. C'est cette différence qui sépare ce qu'on entend de ce qu'on suit. Quand votre voix est sous contrôle, les gens se sentent en sécurité autour de vous. Ils sentent que vous n'allez pas exploser, que vous ne paniquez pas, que vous ne vacillez pas au moindre imprévu. Et cette stabilité inspire confiance. Le leadership repose sur cette confiance. Sans elle, tout le reste s'effondre. Vous ne pouvez pas diriger si votre voix vacille à chaque intervention, si votre ton varie selon votre humeur. Les gens se fatiguent à suivre des voix imprévisibles. Cette imprévisibilité crée de l'anxiété. Et le rôle du leadership n'est pas de semer l'angoisse, il est d'offrir une direction solide. Alors, comment prendre le contrôle de votre voix? Commencez par l'écouter. La plupart des gens ne savent pas à quoi ils ressemblent quand ils parlent. Ils ne se sont jamais enregistrés. Ils ignorent s'ils parlent trop vite, trop doucement, trop sèchement ou trop platement. La prise de conscience, c'est le premier pas. Prenez le temps de vraiment vous écouter. Est-ce que votre voix est claire? Est-elle assurée? Est-ce qu'on sent que vous croyez en ce que vous dites? Ou bien est-ce qu'on entend quelqu'un qui espère être accepté? Plus vous êtes conscient de votre façon de parler, plus vous pourrez la maîtriser. Ensuite, commencez à choisir votre ton au lieu de laisser vos émotions le faire à votre place. Si vous êtes frustré, ne haussez pas la voix. Parlez calmement du problème. Si vous êtes enthousiaste, ne parlez pas trop vite. Conservez l'énergie, mais restez stable. La maîtrise émotionnelle se voit d'abord dans la voix. Un autre outil souvent sous-estimé, la respiration. La manière dont vous respirez affecte directement votre manière de parler. Une respiration courte mène à un débit rapide, une voix nerveuse, un message instable, mais quand vous respirez profondément, votre voix devient naturellement plus forte, plus lente, plus posée. Avant chaque conversation importante, chaque réunion, chaque prise de parole, recentrez-vous. Respirez. Ralentissez à l'intérieur avant de parler à l'extérieur. Maîtriser sa voix, c'est aussi savoir quand ne pas parler. Une voix puissante n'est pas celle qui parle tout le temps, c'est celle qui sait se taire. Si vous réagissez impulsivement, vous risquez de dire des choses que vous regretterez. Mais si vous apprenez à faire une pause, à réfléchir, à écouter, alors vous parlerez moins, mais mieux. Chaque mot portera davantage. Pensez aux leaders que vous respectez. Ils ne se précipitent pas, ils ne bégayent pas, ils ne remplissent pas le vide avec des banalités. Ils parlent avec intention. Chaque phrase a une fonction, chaque mot est pesé. Leur autorité ne vient pas d'un titre. Elle vient de leur discipline intérieure, de leur présence, de leur cohérence. Et cette discipline se travaille. Vous entraînez votre voix comme vous entraîneriez un muscle. Vous la répétez, vous la corrigez. Pas pour faire semblant, mais pour l'affiner. Si vous devez parler en public, entraînez-vous à l'avance. Enregistrez-vous, écoutez, ajustez. Si vous dirigez une équipe, ne parlez pas au hasard. Préparez votre ton, votre rythme, votre présence. Les leaders solides ne laissent pas leur communication au hasard. Ils la prennent au sérieux, car ils savent que chaque mot, chaque silence, chaque intonation peut soit construire, soit détruire. Et surtout,
Comprenez que votre voix compte autant dans les petites conversations que dans les grands discours, dans les tête-à-tête, dans les recadrages, dans les situations tendues. Chaque fois que vous parlez, les gens vous observent. Ils cherchent les signes de cohérence, de stabilité, de maîtrise. Ils se demandent: puis-je lui faire confiance? Est-ce qu'il croit vraiment en ce qu'il dit? Est-il en contrôle ou bien en déséquilibre? Cette confiance naît ou disparaît selon la qualité de votre voix. Et la qualité d'une voix commence par l'énergie qu'elle transmet. Une voix molle ne fait bouger personne. Une voix terne n'inspire rien. Vous n'avez pas besoin de crier, mais vous devez être vivant dans ce que vous dites. Votre voix doit porter une conviction. Elle doit montrer que vous êtes là, que vous tenez vos propos. Sinon, vos idées, même excellentes, resteront sans effet. Diriger, c'est aussi savoir gérer ses propres déclencheurs émotionnels. Quand tout va mal, quand les gens vous provoquent, quand la pression monte, vous devez tenir bon. Si votre voix change à chaque coup dur, les gens perdront foi en votre stabilité. Ils respecteront peut-être vos idées, mais ils hésiteront à vous suivre là où ça compte. Maîtriser sa voix, c'est rester calme même dans le chaos. C'est cette calme solidité que les autres retiendront. C'est ce qui les aidera, eux aussi, à rester stables. Quand votre voix est entraînée, votre leadership devient plus tranchant. Vous parlez avec focus, vous guidez avec présence, vous imposez par la justesse. Les gens le sentent. Ils savent qu'ils n'ont pas affaire à un bavard, mais à quelqu'un qui porte quelque chose. Alors, prenez votre voix au sérieux, pas comme un outil de performance, mais comme un outil d'influence. Pratiquez-la tous les jours, réfléchissez-y, écoutez-vous, demandez des retours sincères, ajustez jusqu'à ce que votre ton reflète force et clarté. Entraînez-vous à parler sous pression. Apprenez à rester ferme sans jamais crier. Bâtissez une voix qui apaise, qui déplace, qui commande le respect sans jamais l'exiger. Car avant que quiconque accepte de vous suivre, il vous écoutera. Et avant même de vous écouter, il jugera votre voix. Pas votre accent, pas votre vocabulaire, mais la maîtrise derrière vos mots, l'énergie, la présence. Et si votre voix reflète la discipline, l'intention et la constance, alors les gens se sentiront rassurés. Ils auront confiance, et c'est à partir de là que commence votre autorité. Pas parce que vous l'avez revendiqué, mais parce que votre voix l'a prouvé. C'est ainsi que vous commencez à guider. Ce n'est pas une question de chance, ni de don, c'est une question d'entraînement, de patience et de discipline quotidienne. Le but de la communication en leadership n'est pas de parler pour combler le silence. Ce n'est pas non plus d'avoir l'air intelligent ou impressionnant, c'est de dire des choses qui déplacent les gens, qui les sortent de l'inertie, qui créent un avant et un après. Un leader ne parle pas pour le plaisir de parler, il parle pour provoquer un mouvement, un vrai, un mouvement intérieur d'abord, puis un passage à l'action. Chaque jour, les gens entendent des centaines, parfois des milliers de messages, des conseils, des opinions, des consignes, des plaintes, des promesses. Mais la majorité de ces mots passent comme le vent. Ils traversent l'esprit et disparaissent sans laisser de traces. Ce qui reste, ce qui marque, ce sont les mots qui touchent, les mots qui remuent, les mots qui appellent en un choix, un vrai choix. Et c'est cela votre mission, dire ce qui réveille, sans crier, sans frapper, juste avec force et intention. Pour y parvenir, commencez par parler à ce qui fait mal, parler à la fatigue que les gens portent sans l'avouer, parler à cette voix intérieure qui en a marre d'attendre, marre de reculer, parler à la frustration cachée derrière le masque, à l'indécision qui les paralyse. Vous n'avez pas besoin d'être poétique, vous avez besoin d'être vrai. Et la vérité, même quand elle dérange, libère. Tout le monde dit aux autres d'être prudents, de patienter, d'attendre le bon moment, d'éviter le risque. Mais ce n'est pas ce dont les gens ont besoin d'un leader. Ils ont besoin que vous leur disiez « Tu as assez attendu, tu t'es assez caché, il est temps ». Non avec du jugement, mais avec une clarté qui bouscule. Parce que parfois, ce qui fait bouger les gens, ce n'est pas l'encouragement, c'est la confrontation douce, celle qui dit ce que tout le monde évite, celle qui tient un miroir, celle qui brise le confort. Et quand vous dites ce qui doit être dit, les gens se réveillent. Pas parce que vous avez crié, mais parce que vos mots étaient clairs, tranchants, inévitables. Si vous parlez en tournant autour du sujet, si vous alourdissez votre message de 1000 précautions, vous perdez l'effet, vous perdez l'élan. Un message fort se dit une fois, avec conviction.
Il ne se dilue pas. Il se pose, il s'installe et il pousse. Les gens n'agissent pas sur des idées vagues. Ils bougent sur des directions claires, sur des invitations précises. Dites-leur ce qu'ils doivent faire. Pas dans 6 mois, pas quand ils se sentiront mieux. Maintenant, sans panique, mais avec urgence. Expliquez-leur ce qu'ils perdront s'ils ne changent rien. Montrez-leur le coût de l'inaction. Pas pour leur faire peur, mais pour leur montrer la réalité. Rester immobile, c'est souvent le choix le plus dangereux. Utilisez leur mot. Leur. Parlez leur langage. Si votre message semble trop parfait, trop poli, trop formaté, ils décrochent. Ils croient que ce n'est pas pour eux. Mais si vous parlez comme quelqu'un qui a vécu ce qu'ils vivent, qui s'est battu comme eux, alors ils écoutent. Ce qu'ils cherchent, ce n'est pas un modèle. C'est un repère humain. Et n'oubliez jamais ceci. Ce n'est pas juste ce que vous dites qui compte. C'est d'où vous le dites. Si vos mots viennent d'une réalité vécue, d'une conviction construite, les gens le sentent. Ils entendent la différence entre un discours appris et une vérité incarnée. Ils entendent la différence entre un texte et un témoignage. Votre ton transmet votre croyance. Si vous conseillez quelque chose que vous ne vivez pas, cela se ressent. Si vous prenez la discipline alors que vous ne l'appliquez pas, vos mots perdent leur tranchant. Mais si vos paroles viennent d'un standard personnel, elles frappent. Sans force, sans insistance, juste par leur cohérence. Les gens n'ont pas besoin de motivation, ils ont besoin de permission. Permission de sortir de l'ancien, de se dépasser, de quitter le confort. Et vos mots peuvent débloquer cela, pas si vous les édulcorez, mais si vous les rendez vrais, directs, sans détour. Parfois, ce qui fait bouger une personne, ce n'est pas un compliment, c'est un défi, un regard droit, un mot qui dit « tu peux faire mieux » et il est temps. Dites-le avec respect, avec humanité, mais dites-le, c'est ce moment d'inconfort qui devient souvent un tournant. Et surtout, ne cherchez pas à dire ce qui est populaire. Dites ce qui est nécessaire. Les leaders ne cherchent pas les applaudissements. Ils cherchent le progrès. La pièce n'a pas besoin d'exploser de joie, elle a besoin de réfléchir. Si ce que vous dites fait silence, c'est bon signe, c'est que ça travaille, c'est que ça reste. Ne tombez pas dans le piège de l'explication infinie. Une phrase bien dite, suivie d'un silence, peut faire plus que 5 minutes de discours. Laissez vos mots respirer. Laissez-les résonner. Et si ce que vous avez dit est vrai, vous n'avez pas besoin d'ajouter. Laissez les gens digérer. Laissez-les décider. Parler pour bouger, c'est aussi simplifier. La complexité crée l'hésitation. Mais quand vous ramenez les choses à un prochain pas clair, les gens se sentent prêts. Dites-le simplement. Commence aujourd'hui. Appelle, décide, agis, écris-le. Ne les laissez pas deviner. Donnez-leur une porte de sortie. Du flou à l'action. Et souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de parler plus. Vous devez parler mieux. Ne surchargez pas votre message. Ne l'adoucissez pas. Parlez du vrai problème. Dites les mots que personne n'ose dire. Nommez les habitudes qui bloquent. Dénoncez le silence. Appelez les gens à grandir. Parce que quand vos mots portent la vérité, l'urgence et la direction, quand votre voix est calme mais solide, quand votre message est concentré sur l'essentiel, les gens s'arrêtent, ils vous écoutent, et surtout, ils bougent, ils sortent du sommeil, ils arrêtent d'attendre, ils passent à l'acte, non pas parce que vous avez crié, mais parce que vos mots sont venus d'un endroit en vous qui a déjà été transformé. Et c'est cela qui crée le mouvement. Parlez depuis cet endroit, depuis vos standards, depuis vos cicatrices, depuis ce que vous avez appris dans la difficulté. C'est cela qui rend votre voix unique. C'est cela qui donne du poids à vos paroles. C'est cela qui pousse les gens à agir. Les leaders ne sont pas suivis parce qu'ils parlent beaucoup. Ils sont suivis parce que leurs mots ont du poids. Ce qu'ils disent attire le respect, non parce que c'est bruyant ou spectaculaire, mais parce que chaque mot est choisi, porté, assumé. Et cela ne relève pas du hasard. Cela s'apprend. Cela se construit. Cela se discipline. La majorité des gens sous-estiment la puissance des mots qu'ils utilisent. Ils parlent comme ils pensent, à moitié. Ils lancent des phrases floues, pleines d'hésitation, de formulations molles. Ils utilisent des expressions comme « je pense que »,« peut-être »,« c'est probablement »,« je ne suis pas sûr mais ». Et à chaque fois qu'ils font cela, ils réduisent leur propre crédibilité.
Ils affaiblissent leur message avant même qu'il n'ait atteint l'autre. Un mot faible est un mot qu'on oublie. Un mot fort est un mot qui reste. Et les mots forts ne sont pas des mots agressifs. Ce sont des mots clairs, nets, assumés. Des mots qu'on ne peut pas interpréter dans tous les sens. Des mots qui montrent que la personne qui parle a pris une décision. Elle ne propose pas. Elle ne devine pas. Elle affirme. C'est ce ton de certitude, cette précision dans le langage, qui attire l'attention. Vous n'avez pas besoin de crier. Vous avez besoin d'être droit. Si vous dites une chose importante avec une formulation floue, les gens ne s'y arrêteront pas. Mais si vous l'énoncez simplement, directement, sans fausse modestie ni détour, ils écouteront. Ils respecteront. Ils retiendront. Utiliser un langage fort, c'est aussi refuser de se cacher derrière des formulations qui rassurent l'ego. L'ego. Vous n'avez pas besoin de dire « ce n'est que mon avis » si vous savez ce que vous dites. Vous n'avez pas besoin d'ajouter « je suis désolé », mais à chaque vérité difficile. Les leaders ne cherchent pas à plaire. Ils cherchent à servir la clarté. Et la clarté exige du courage. Si vous passez votre temps à vouloir être sympathique, à éviter de froisser, à lisser chaque phrase pour satisfaire tout le monde, vous finirez par ne plus rien dire d'important. Les gens ne respectent pas l'indécision. Ils respectent la cohérence, même s'ils ne sont pas toujours d'accord. Et soyons clairs, la fermeté n'est pas l'agressivité. Parler avec des mots forts ne signifie pas dominer, ni écraser. Cela signifie être inébranlable. Vous ne haussez pas la voix, vous haussez vos standards. Et les gens sentent la différence. Le choix de vos mots reflète vos exigences personnelles. Si vous vous contentez de l'à peu près dans votre esprit, vos phrases le montreront. Mais si vous attendez plus de vous-même, si vous avez élevé vos standards intérieurs, vos mots deviendront naturellement plus puissants. Ils seront le reflet de votre clarté mentale, car c'est là que tout commence, dans votre manière de penser. Si vos idées sont nettes, vos mots le seront aussi. Si votre esprit est organisé, vos phrases le reflèteront. Si vous êtes certain de votre intention, vous n'aurez pas besoin de la défendre. Elle parlera pour vous. Les gens ne veulent pas juste des informations. Ils veulent sentir que vous croyez à ce que vous dites. Que vos mots ne sont pas un discours, mais une conviction. S'ils perçoivent du doute, ils décrochent. Mais si vous parlez depuis ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé, ce que vous avez incarné, ils se connectent. Parce qu'ils sentent que ce que vous dites est vrai. Et pour cela, vous devez éliminer tout ce qui n'ajoute rien. Les phrases inutiles, les expressions vides, les remplissages. Tu vois, un peu comme « c'est comme si ». Tout cela alourdit, cela crée du bruit. Et le leadership n'est pas dans le bruit, il est dans la précision. Une phrase claire, dite sans hésitation, vaut mieux qu'un long discours flou. Quand vous parlez, chaque phrase doit avoir un but. Si ce que vous dites ne fait pas avancer la pensée, coupez-le. Si ça ne renforce pas la compréhension, reformulez-le. Si ça ne sert qu'à protéger votre ego, remplacez-le. Parlez pour apporter, pas pour vous protéger. Le respect vient aussi du fait que vous ne parlez pas pour combler l'espace. Vous ne parlez que quand vous avez quelque chose à dire. Et cela se sent. Chaque mot est pesé, chaque phrase est utile. Et c'est cette discipline qui vous distingue. Ce n'est pas votre charisme, ce n'est pas votre aisance, c'est votre rigueur dans le langage. Une voix forte est une voix qui s'écoute avec attention. Elle ne force pas, elle s'impose naturellement. Parce que derrière chaque mot, il y a une structure, une intention, un vécu. Et c'est ce que les gens respectent. Ils n'écoutent pas vos mots, ils écoutent votre intention. Un bon test, demandez-vous, avant de parler, est-ce que ce que je m'apprête à dire aide quelqu'un à penser mieux, à agir mieux, à vivre mieux? Si la réponse est non, gardez le silence. Parler, ce n'est pas occuper l'espace, c'est servir une direction, une transformation, un mouvement, et vos mots doivent être honnêtes. Pas durs, pas violents, juste vrais. N'édulcorez pas, ne masquez pas, ne cherchez pas à rendre le message plus digeste. Dites la vérité, simplement, directement. Les gens fuient cela, mais ils en ont besoin, et ils s'en souviennent. Les mots forts ne s'inventent pas, ils se méritent. Si votre vie ne correspond pas à votre message, vos mots sonneront creux. C'est pour cela que votre discipline personnelle est essentielle. Vos paroles tirent leur puissance de votre exemple. Quand vous avez vécu ce que vous dites, vous n'avez pas besoin de convaincre. Ça se sent. C'est dans le ton, dans le regard,
dans le silence entre les phrases. Vous ne devez pas attendre une foule pour parler avec force. Chaque mot compte, chaque échange compte. Et si vos paroles valent quelque chose, les gens feront de la place pour vous. Ils s'arrêteront, ils réfléchiront, ils écouteront plus longtemps. Non parce que vous les avez impressionnés, mais parce que vous avez dit quelque chose de réel. Il y a un moment où tout bascule. Un moment où vous cessez de parler comme quelqu'un qui espère être écouté et commencez à parler comme quelqu'un qui doit être écouté. Ce moment, c'est celui où vous arrêtez d'utiliser un langage faible. C'est le point de rupture, le point de transformation. Pas seulement dans la façon dont vous parlez, mais dans la manière dont vous vous tenez dans le monde. Les mots faibles, ce ne sont pas seulement des expressions molles, ce sont des habitudes mentales. Des réflexes issus de la peur, de l'hésitation, du besoin d'être accepté. Et plus vous les utilisez, plus ils façonnent votre identité. Vous devenez quelqu'un qui parle sans vraiment oser s'affirmer. Quelqu'un qui cherche à plaire plus qu'à dire. Quelqu'un qui remplit l'espace au lieu de l'habiter. Mais dès l'instant où vous décidez de vous exprimer avec vraie force, tout change. Vous ne sonnez plus pareil. Vous ne pensez plus pareil. Vous ne vous tenez plus pareil. Les gens vous regardent autrement. Pas parce que vous êtes plus bruyant, mais parce que vos mots ont enfin une colonne vertébrale. Et cette colonne, elle est faite de calme, de contrôle, de cohérence. Vos phrases deviennent plus courtes, mais plus denses. Vous n'avez plus besoin de vous justifier, plus besoin de vous excuser pour penser. Vous parlez pour être clair, pas pour être validé. Chaque jour, on entend autour de soi des phrases qui affaiblissent. Je ne suis pas sûre, mais c'est peut-être bête, mais j'espère que ça va marcher. Ces mots s'insinuent dans nos phrases, par habitude, par peur. Et à chaque fois, ils transmettent ce message caché. Je doute de moi-même. Même si ce n'est pas votre intention, c'est ce que les autres entendent. Et plus vous parlez comme cela, plus vous invitez les autres à vous ignorer, à vous contredire, à vous minimiser. Alors, si vous voulez être pris au sérieux, commencez par éliminer ce langage faible. Ne commencez plus vos phrases par « désolé, mais ». N'encadrez pas votre message de précaution inutile. Ne cherchez pas à paraître gentil en réduisant la force de ce que vous avez à dire. Vous pouvez être respectueux et ferme, humble et clair, présent et direct. Utiliser une voix forte ne veut pas dire être dur. Cela veut dire être stable. Cela veut dire que vous n'avez pas besoin de crier, ni de prouver. Votre simple présence, vos simples mots, suffisent. Parce qu'ils sont justes. Parce qu'ils viennent d'un endroit solide. Parce qu'ils ont été pensés, testés, assumés. Et cela se sent immédiatement. Quand vous parlez avec force, les gens ne vous interrompent pas de la même manière. Ils vous écoutent plus longtemps. Ils vous définent moins. Ils ne sentent pas la faille ou s'engouffrer. Parce que vous ne cherchez pas à plaire. Vous cherchez à transmettre. La parole forte, c'est aussi la parole qui respecte le temps des autres. Elle va droit au but. Elle coupe le superflu. Elle ne fait pas de détour pour dire l'essentiel. Trop de gens s'égarent. Ils parlent trop, trop souvent, trop longtemps. Ils se perdent dans des explications qui n'ajoutent rien. Et leur message, au lieu de frapper, s'éparpille. Quand vous parlez avec force, chaque phrase est là pour une raison. Elle sert à construire quelque chose, à déplacer une idée, à faire réfléchir. Et si elle ne le fait pas, elle n'a pas sa place. Cette force ne vient pas du ton, elle vient de l'intérieur. Elle vient d'une décision, celle d'arrêter de parler comme quelqu'un qui espère être entendu et de commencer à parler comme quelqu'un qui a quelque chose à dire. Ce changement commence par votre voix intérieure, par la façon dont vous vous parlez à vous-même. Si vous vous adressez à vous avec doute, avec prudence, avec retenue, vous ferez pareil avec les autres. Mais si vous vous parlez avec clarté, avec exigence, avec conviction, cela se reflètera à l'extérieur. Remplacez les « j'espère que » par « je vais ». Remplacez les « je suppose que » par « j'ai décidé ». Remplacez les « peut-être » par « voici ce que je vois ». Ce sont de petites choses, mais elles transforment votre posture. Elles redressent votre voix. Et cela change tout. Vous commencerez à vous tenir autrement, à entrer dans une pièce autrement, à parler autrement. Non pas parce que vous avez changé de personnalité, mais parce que vous avez cessé de vous excuser d'exister. Vous avez décidé d'habiter pleinement ce que vous dites. Et ça, les gens le sentent. La parole faible vient de la peur. Peur d'être jugé, d'être rejeté, de ne pas être aimé. Mais voici la vérité. Si vous essayez de parler sans jamais déranger,
sans jamais provoquer, sans jamais demander davantage, vos mots ne seront jamais pris au sérieux. Et si vos mots ne contentent pas, vous ne pourrez jamais diriger. Alors posez-vous la vraie question. Question. Voulez-vous être aimé ou voulez-vous être efficace? Vous ne pouvez pas toujours être les deux. Le leadership, ce n'est pas le confort, c'est la clarté. Et la clarté demande du courage. Cela signifie que vous abandonnez le rembourrage, que vous arrêtez d'arrondir les angles, que vous dites ce qui doit être dit. Pas avec violence, avec maîtrise, avec intention, avec respect, mais aussi avec fermeté. Parfois, parler avec force, c'est challenger quelqu'un. C'est dire « ça ne fonctionne pas, ça doit changer, voici ce qui est nécessaire ». Ce n'est pas agréable, mais c'est nécessaire. Et quand vous le dites calmement, clairement, sans reculer, cela a plus d'impact que n'importe quel discours. Et parfois, c'est juste un silence qui dit « je ne vais pas me justifier, je reste là, je ne recule pas, je suis droit, même si on me teste, même si on me regarde, même si on me juge ». Et ce silence-là vaut 100 explications. Parler avec force ne demande pas de perfection, cela demande de la pratique. Entraînez-vous dans vos conversations du quotidien. Supprimez un mot faible à la fois. Observez votre langage. Remplacez chaque hésitation par une intention. Petit à petit, votre voix changera. Votre présence changera. Et les gens vous écouteront différemment. Vous n'aurez plus besoin de crier. Vous n'aurez plus besoin de convaincre. Vous aurez simplement besoin d'être vous-même, sans filtre. Et cela suffira. Parce qu'une parole forte, ce n'est pas une parole imposée. C'est une parole méritée. Ce qui sépare les leaders authentiques de ceux qui flanchent, ce n'est pas leur manière de parler quand tout va bien. Ce n'est pas leur posture quand ils sont applaudis. C'est ce qu'ils font, ce qu'ils disent, quand on les contredit, quand leur voix est remise en question, quand l'ambiance change et que la pression monte. C'est à ce moment précis que l'on voit de quoi une voix est faite. N'importe qui peut parler avec assurance quand personne ne s'oppose. Mais la vraie force se révèle dans la résistance, dans le regard de celui qui doute, dans le ton sec de celui qui attaque, dans le silence gênant qui suit une vérité inconfortable. C'est là que se mesure votre solidité. C'est là que votre voix est soit confirmée, soit effacée. Le monde ne vous offrira pas toujours un espace tranquille. Il vous offrira des frictions, des confrontations, des désaccords. Et c'est précisément dans ces moments que le leadership prend tout son sens. Si vous vous effondrez dès qu'on vous regarde de travers, si vous modifiez votre ton dès qu'un sourcil se lève, si vous adaptez votre message dès qu'il est mal reçu, alors ce n'est pas vous que les gens suivent, c'est leur propre confort. Et vous, vous disparaissez. Tenir sa position, ce n'est pas être têtu. Ce n'est pas ignorer les critiques. C'est savoir ce qu'on pense, ce qu'on défend, ce qu'on incarne, et le garder même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Les gens vont vous tester, c'est inévitable. Ils remettront en question vos mots, vos décisions, votre ton, vos choix. Et vous aurez un choix. Restez ancré dans votre clarté, ou vous laissez aspirer par leurs doutes. Si vous vous adaptez à chaque pression, vous ne dirigez pas. Vous suivez. Et vous suivez l'humeur ambiante, les émotions des autres, les opinions passagères. C'est de l'insécurité maquillée. Et tôt ou tard, cela se voit. Pour tenir debout, il faut savoir ce qu'on défend. Si vous n'avez pas fait le travail intérieur pour définir vos valeurs, vos lignes, vos convictions, la pression vous révélera. Elle exposera vos zones floues, vos contradictions, vos hésitations. Mais si vous avez fait ce travail, si vous avez réfléchi, décidé, testé, vécu, alors la pression ne vous dérange pas. Vous n'avez pas besoin d'improviser. Vous n'avez pas besoin de tout réexpliquer. Vous parlez avec cohérence, parce que vous êtes aligné. Et cet alignement ne peut pas se copier. Il ne peut pas s'emprunter. Il se construit. Il se gagne. À travers les répétitions, les moments d'inconfort, les paroles dites quand la pièce vous regarde froidement. Chaque fois que vous restez calme alors qu'on essaie de vous déstabiliser, vous renforcez votre posture. Chaque fois que vous assumez ce que vous dites, même si ça gêne, vous grandissez. Pas en volume, en profondeur. Et c'est cela qu'on respecte. Les leaders solides ne crient pas pour compenser. Ils parlent avec calme. Et ce calme coupe le bruit mieux que tous les arguments. Si votre ton change à chaque changement de salle, les gens perdront confiance. Ils peuvent vous sourire, vous flatter. Mais à l'intérieur, ils savent qu'ils ne peuvent pas compter sur vous. Le respect se construit quand vos mots tiennent, même quand c'est inconfortable.
quand vous répétez la même chose que vous avez dite avant, même si cette fois personne ne vous applaudit. Quand votre visage ne se ferme pas parce qu'on hausse la voix contre vous. Être un leader, c'est accepter l'inconfort. C'est rester celui ou celle qui ne fuit pas quand les autres cherchent une porte de sortie. Cela ne veut pas dire être rigide. Cela veut dire être ferme et posé. Et parfois, malgré tout, votre voix tremblera un peu. C'est normal, vous êtes humain. Mais vous parlerez quand même. Vous resterez là, vous garderez le regard, vous maintiendrez le message. Vous ne reculerez pas. Et ça, les gens le remarqueront. Ceux qui essaient de vous déstabiliser ne sont pas toujours bruyants. Parfois, ce sont des regards mis en coin, un sourire moqueur, une question volontairement piégeuse, un ton condescendant. Et là encore, vous ne réagissez pas avec émotion, vous ne surjouez pas, vous restez égal, respectueux, mais inflexible. Quand votre voix est bâtie sur la vérité et la discipline, elle n'a pas besoin d'être défendue. Elle tient seule. Vous sentirez ces moments. L'ambiance change, la pièce se tend. Et c'est là que beaucoup reculent. Mais c'est votre moment, celui où vous ne montez pas le ton, où vous ne jouez pas au plus fort. Vous restez simplement solide. Et c'est cette solidité qui attire le respect. Pas votre discours, pas votre autorité, votre cohérence, votre constance. Ce qu'on retient d'un leader, ce n'est pas ce qu'il dit quand tout le monde est d'accord. C'est ce qu'il dit, et garde, quand la salle se divise. Quand vous restez droit, vous enseignez quelque chose. Vous montrez que vos mots ne sont pas dictés par les tendances, ni par la peur, ni par l'envie d'être aimé. Vous montrez que vous avez bâti quelque chose à l'intérieur. Et c'est cela qu'on suit. Pas une façade, mais une présence réelle. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre message à tout le monde. Certains ne cherchent pas à comprendre. Ils cherchent à piquer, à tester. Ce n'est pas votre mission de les convaincre. Votre mission, c'est de tenir votre cap, de garder votre clarté et de parler avec force, quoi qu'il arrive. Il y a une puissance silencieuse dans cette posture. Vous n'avez pas besoin de tout justifier. Parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire, c'est ne pas changer un seul mot. Rester immobile, rester aligné. Et ce silence en dit plus qu'un long discours. Quand vous prenez l'habitude de rester solide face aux désaccords, vous devenez inébranlable. Pas arrogant, pas fermé, juste enraciné, présent, sûr. Et c'est cela qui donne à votre voix son autorité naturelle. Pas le ton, pas la posture, mais la constance, la clarté, l'équilibre. Le monde est rempli de bruit, de débats, de gens qui veulent avoir raison. Ce qui ressort vraiment, c'est quelqu'un qui parle et reste debout. Quelqu'un qui garde le cap, même quand le vent tourne. C'est cette voix qu'on finit par écouter. Pas parce qu'elle plaît à tout le monde, mais parce qu'elle reste vraie. Vous n'aurez pas toujours des applaudissements. Ce n'est pas le but. Le but, c'est le respect, l'impact, la solidité. Et cela, vous le gagnez en tenant votre place. Encore et encore. La prochaine fois qu'on essaiera de vous déstabiliser, ne bougez pas. Ne précipitez pas votre réponse. Ne vous justifiez pas. Restez clair, restez calme, restez vous-même. Et c'est là que les gens commencent vraiment à croire en vous. Pas juste en vos mots, mais en vous. Et une fois qu'ils croient en cela, vous cessez d'être quelqu'un qui parle. Vous devenez quelqu'un qu'on suit. L'un des traits les plus puissants d'un communicateur solide, c'est la capacité à parler avec précision, à exprimer une idée avec netteté, à dire ce qui compte, puis à se taire. Pas besoin de discours interminables, pas besoin de répétitions inutiles, pas besoin de 1000 exemples pour faire comprendre l'essentiel. Quand vous parlez comme un leader, chaque mot compte. Chaque phrase a un but, et chaque silence a un sens. Dans le monde actuel, les gens sont constamment distraits. Ils ont l'attention dispersée. Le téléphone vibre, l'esprit saute d'un souci à l'autre. Et dès que vous ouvrez la bouche, vous êtes en concurrence avec cette cacophonie intérieure. Si vous traînez, si vous tournez autour du sujet, si vous empilez les détails, vous les perdez. Et avec eux, vous perdez votre influence. Ce n'est pas que votre message n'a pas de valeur, c'est qu'il se noie dans trop de mots. Ce que vous dites ne touche pas, parce qu'il met trop de temps à arriver. Il est noyé dans des explications, des justifications, des parenthèses. Il y a une différence majeure entre être réfléchi et être bavard. Un message réfléchi est structuré, direct, clair. Un message bavard est confus, hésitant, fatigant. Plus vous parlez, plus vous ouvrez la porte à la distraction.
Plus vous ajoutez, plus vous risquez de diluer l'impact. Les bons communicants, eux, allègent. Ils coupent. Ils gardent ce qui est essentiel. Et ils laissent le message atterrir. Ils parlent, puis ils laissent le silence faire le reste. Souvent, ce besoin d'expliquer trop vient du doute. Quand on n'est pas sûr de son message, on le protège avec plus de mots. On ajoute des exemples, des nuances, des reformulations. Mais plus on en dit, moins le message est fort. Le leadership ne repose pas sur le contrôle. Il repose sur la clarté. Vous ne pouvez pas maîtriser la façon dont les autres vont recevoir ce que vous dites. Mais vous pouvez maîtriser la manière dont vous le dites. Et si vous le dites avec confiance, vous n'avez pas besoin de le répéter. L'un des pièges les plus courants, c'est de croire que plus on parle, plus on est compris. C'est faux. Parfois, moins on dit, plus ça frappe. Une idée forte, dite simplement, se retient. Une idée noyée dans un flot de mots se perd. Avant de parler, posez-vous cette question simple. Quelle est l'intention de cette phrase? Si elle n'ajoute rien, supprimez-la. Si elle ralentit, raccourcissez. Si elle est là juste pour vous rassurer, reformulez. Un message fort n'a pas besoin d'être décoré. Il a besoin d'être ciblé, d'être vrai, d'être assumé. Cela ne veut pas dire parler froidement. Cela ne veut pas dire manquer d'empathie. Cela veut dire « Je respecte votre temps. Je ne suis pas là pour remplir. Je suis là pour vous faire avancer. Et quand vous êtes clair, vous gagnez le respect. » Les gens écoutent. Ils s'inclinent face à la concision parce qu'ils savent qu'elle est rare, qu'elle est difficile, qu'elle demande de la rigueur. La plupart parlent pour combler. Les leaders parlent pour débloquer. La force d'un message ne dépend pas de sa longueur. Elle dépend de sa structure, d'un point fort, d'une direction, d'un début et d'une fin. Et parfois, ce qui fait toute la différence, c'est une seule phrase dite au bon moment. Quand vous savez où vous allez, vous ne tournez pas autour. Vous y allez. Vous dites ce qu'il faut dire. Et vous vous arrêtez. Et ce silence, il travaille. Les gens réfléchissent, ils absorbent, ils intègrent. Ils ressentent l'impact parce que vous avez eu le courage de vous taire après avoir dit l'essentiel. La simplicité, ce n'est pas la faiblesse, c'est la maîtrise. Si vous pouvez expliquer une idée complexe avec des mots simples, c'est que vous la maîtrisez. Sinon, vous vous cachez derrière des phrases longues. Derrière un brouillard verbal, les plus grandes vérités sont souvent courtes. Les messages qui restent sont ceux qu'on peut se répéter, ceux qu'on peut répéter à d'autres. Parce qu'ils sont clairs, parce qu'ils sont nets, parce qu'ils sonnent justes. Et c'est là que réside votre pouvoir. Si ce que vous dites peut être transmis, partagé, retenu, alors il a de la portée. Il ne s'arrête pas à la fin de votre phrase. Il continue de vivre. Avant de parler, clarifiez votre objectif. Que voulez-vous provoquer? Que voulez-vous libérer? Quelle action voulez-vous susciter? Si vous n'avez pas de direction, vous parlerez en rond. Vous perdrez tout le monde. Mais si vous avez un message fort, votre parole devient automatique. Fluide, tranchante. Vous ne forcez plus l'impact. Il est intégré. Vous n'avez pas besoin de scène pour parler avec sens. Chaque conversation est une opportunité. Chaque échange est un moment pour être retenu. Chaque prise de parole est un choix, dilué ou percuté. Et la percutance ne vient pas du bruit. Elle vient de la discipline. De la décision de dire ce qui compte, une seule fois, puis d'arrêter. Quand vous parlez ainsi, vous éduquez les autres. Vous leur montrez que vous n'êtes pas là pour meubler, que vos mots ont une valeur, et qu'ils méritent l'écoute, parce qu'ils ne reviennent pas 3 fois. Ne confondez pas clarté et superficialité. Vous pouvez être clair et profond, vous pouvez être simple et percutant, vous pouvez dire peu et transformer beaucoup. Et cela, c'est le langage des leaders. Celui qui dit « voici ce qui compte », puis qui s'arrête. La plupart des gens croient que le pouvoir vient de la parole, qu'il faut remplir l'espace, montrer sa présence, prouver qu'on sait. Mais les leaders les plus respectés savent que le vrai pouvoir se cache souvent dans le silence. Pas un silence vide, pas une absence, un silence stratégique, un silence qui parle plus fort que 1000 mots. Dans une société saturée de bruit, celui qui maîtrise le silence détient un avantage. Il ne subit pas la pression de devoir tout commenter, tout expliquer, tout justifier. Il choisit ses mots avec soin. Et parfois, il choisit de ne rien dire. Parce que ce silence, à ce moment précis, a plus de poids que n'importe quelle phrase. Le silence crée une tension, une gravité. Il attire l'attention. Il ralentit le rythme.
Il force les autres à écouter différemment. Quand tout le monde parle, celui qui se tait est celui qu'on regarde. Et ce regard-là, ce silence-là, peut devenir une arme, ou un refuge, ou un message. Mais attention, ce silence n'est pas passif. Il est dirigé, il est chargé, il est volontaire, il ne fuit pas. Il observe, il contient, il prépare. Quand vous êtes en position de leadership, savoir quand ne pas parler est tout aussi crucial que savoir comment parler. Il y a des moments où expliquer affaiblit, où parler trop trahit une insécurité, où justifier montre qu'on doute. Dans ces moments-là, le silence protège. Il vous garde droit, il vous garde fort. Imaginez un débat tendu. Tout le monde parle, argumente, se défend. Vous écoutez, vous captez les failles, vous sentez le moment. Et quand enfin vous parlez, chaque mot tranche. Parce que le silence qui a précédé a préparé le terrain. Parce que votre présence a déjà parlé pour vous. Le silence peut être inconfortable, pour vous comme pour les autres. Mais c'est justement là qu'il est puissant. Il force à ressentir, il met à nu, il ralentit la précipitation, il fait place à la réflexion. Dans une discussion, ne soyez pas celui qui comble chaque vide. Laissez l'autre se révéler. Laissez le silence travailler. C'est souvent dans ces intervalles que les vérités tombent, que les intentions apparaissent, que la posture réelle se dévoile. Et vous? Vous êtes là, calme, présent, centré. Quand vous incarnez ce calme, vous devenez un point d'ancrage pour les autres. Vous stabilisez l'espace, vous tenez la pièce, même sans un mot. Dans la communication de leadership, le silence n'est pas une faiblesse. C'est un choix tactique. Il peut faire reculer une attaque. Il peut suspendre un jugement. Il peut créer une attente. Et dans cette attente, votre message futur prend du poids. Parler sans cesse, c'est souvent une manière de fuir. De fuir l'inconfort, le doute, l'impatience. Mais le silence vous oblige à les affronter. Et en les affrontant, vous les maîtrisez. Certaines des phrases les plus puissantes que vous direz viendront après un long silence. Parce qu'alors, elles tomberont dans un espace ouvert, disponible, prêt à recevoir. Elles résonneront plus fort, plus loin, plus profondément. Un bon leader ne remplit pas l'espace. Il le structure, il choisit quand intervenir, et il choisit aussi quand se taire. Dans un conflit, parfois, ne pas répondre est la réponse la plus forte. Cela montre que vous n'êtes pas dans la réaction, que vous ne jouez pas le jeu de l'émotion, que vous restez maître de votre tempo. Et cela désarme. Un silence peut calmer une attaque. Un silence peut faire douter celui qui provoque. Un silence peut transformer l'ambiance. Mais cela demande du courage. Parce que le silence nous confronte à nous-mêmes. Il nous empêche de nous cacher derrière des mots. Il nous oblige à être là, pleinement. Et c'est pour cela qu'il est redoutable. Le silence n'est pas seulement un outil de contrôle, c'est aussi un outil d'écoute. Quand vous ne parlez pas, vous entendez mieux. Vous captez les nuances, les émotions, les intentions. Et avec ces données, vous pouvez agir avec plus de justesse. Les grands leaders sont d'excellents écouteurs. Ils ne coupent pas, ils ne précipitent pas, ils laissent venir. Et quand le moment est juste, ils répondent avec précision. Ce silence stratégique peut aussi servir à donner de l'espace aux autres. Un collaborateur hésite, ne remplissez pas son silence. Laissez-le penser, laissez-le formuler. C'est dans ce vide qu'il peut grandir, qu'il peut trouver ses mots, qu'il peut se connecter à sa propre vérité. En tant que leader, vous n'êtes pas là pour occuper tout l'espace. Vous êtes là pour le tenir. Et le silence fait partie de cette tenue. Il donne de la profondeur à votre parole. Il la rend rare, attendue, crédible. Et quand vous parlez, on écoute. Parce qu'on sait que vous n'êtes pas là pour parler, que chaque mot compte, que chaque silence avait un sens. La plupart des gens sous-estiment ce pouvoir. Ils pensent que plus ils parlent, plus ils impressionnent. Mais souvent, c'est l'économie de mots qui marque les esprits. C'est le calme, c'est l'assurance tranquille. C'est cette posture qui dit « Je n'ai pas besoin de vous convaincre par la quantité, ma présence suffit ». Et dans cette présence, dans ce silence maîtrisé, se construit une forme de charisme rare. Un charisme qui ne crie pas, qui ne s'agite pas, mais qui tient parce qu'il est enraciné, parce qu'il n'a pas besoin de la validation immédiate, parce qu'il parle d'une clarté intérieure. Le silence, bien utilisé, devient un message en soi, un langage, une signature. Et quand les autres sentent que vous savez vous taire, ils écoutent différemment quand vous parlez.
Dans la vie professionnelle comme dans la sphère personnelle, nous sommes constamment sollicités. On nous demande du temps, de l'énergie, de l'attention, de l'aide, de la présence. Et si nous ne faisons pas attention, nous finissons par dire oui à tout, jusqu'à nous perdre, jusqu'à nous épuiser, jusqu'à devenir invisibles dans nos propres journées. Pourtant, poser des limites ne veut pas forcément dire non. En tout cas, pas de façon brutale, conflictuelle ou agressive. Il existe un art subtil mais puissant de poser des limites sans blesser, sans créer de rupture, sans se justifier outre mesure. Et cet art, il est fondamental pour tout leader. Le vrai leadership commence par la gestion de son propre espace. Car si vous ne protégez pas votre temps, vos priorités, votre énergie, personne ne le fera à votre place. Les gens ne savent pas ce qui est trop pour vous. Ils ne savent pas quand vous êtes au bord du trop-plein. Ce n'est pas à eux de deviner. C'est à vous de poser le cadre. Mais poser des limites ne signifie pas rejeter les autres. Cela signifie vous respecter tout en respectant l'autre. Cela signifie être clair sur ce que vous pouvez offrir et sur ce que vous ne pouvez pas. Cela signifie affirmer, sans expliquer trop. Fermer, sans claquer la porte. C'est une danse entre fermeté et élégance. Par exemple, au lieu de dire « Non, je n'ai pas le temps », vous pouvez dire « Je suis à fond sur un projet en ce moment, je ne peux pas m'engager plus ». Vous n'avez pas dit non, mais vous avez dit la vérité. Vous avez mis une limite, sans agressivité, sans froid, juste avec clarté. Un bon leader ne dit pas oui. Ne pas oui à tout, il dit oui à ce qui compte. Et cela suppose de savoir dire non à ce qui éparpille, à ce qui épuise, à ce qui détourne. Et souvent, ce n'est pas le mot non qui fait peur, c'est la peur de décevoir, la peur de ne plus être aimé, la peur d'être vu comme égoïste. Mais cette peur vous pousse à trahir votre propre équilibre. Et à long terme, vous payez le prix. Fatigue chronique, ressentiment, perte de motivation. Dire oui quand vous pensez non crée du flou, chez vous et chez l'autre. Cela construit des attentes irréalistes. Cela ouvre la porte à des abus, parfois involontaires. Et cela vous éloigne de vous-même. Un leader clair sur ses limites inspire le respect. Il montre qu'il se connaît, qu'il se tient, qu'il ne cède pas à la pression émotionnelle. Et paradoxalement, cela crée un espace de sécurité pour les autres, parce qu'ils savent à quoi s'attendre. Ils s'entendent que les choses sont alignées. Il ne s'agit pas d'être rigide. Il s'agit d'être honnête. Il s'agit de savoir quand vous êtes disponible et quand vous ne l'êtes pas. Il s'agit d'apprendre à sentir quand votre énergie baisse, quand votre patience s'amenuise, quand votre intuition dit stop, et de l'écouter. Vous pouvez dire non avec bienveillance. Vous pouvez dire non en regardant l'autre dans les yeux, en lui montrant que ce n'est pas contre lui, mais pour vous. Et c'est cela qui fait toute la différence. Il existe aussi des manières indirectes de poser des limites. Par exemple, reporter sans culpabilité. Ce n'est pas possible pour moi cette semaine. Rediriger sans abandonner. Je pense que X serait mieux placé pour t'aider. Filtrer avec douceur. Je préfère rester concentré sur mes priorités actuelles. Ces phrases ne sont pas des fermetures, ce sont des clarifications, des affirmations d'un territoire. Et plus vous les utilisez, plus cela devient naturel. Poser des limites, c'est aussi un acte de responsabilité. Cela montre que vous prenez soin de vos engagements, que vous ne vous dispersez pas, que vous respectez le temps, le vôtre comme celui des autres. Un leader qui ne sait pas dire non finit par dire oui à tout, sauf à ce qui compte vraiment. Et ce désalignement se sent. Il affaiblit l'impact, il trouble la vision, il brouille le message. Les gens vous testent souvent sans le vouloir. Ils voient jusqu'où ils peuvent aller. Ce n'est pas malveillant. C'est humain. Mais c'est à vous de montrer où est la limite. Et plus vous êtes clair, plus cela devient fluide. Une limite bien posée libère. Elle clarifie les rôles, elle simplifie les interactions, elle vous permet de donner pleinement quand vous choisissez de donner. Rappelez-vous, chaque fois que vous dites oui à quelque chose, vous dites non à autre chose. La vraie question, c'est donc à quoi suis-je en train de renoncer? Et est-ce que cela en vaut la peine? Il ne s'agit pas d'être fermé, il s'agit d'être aligné, de choisir vos oui, de défendre vos non, avec paix, avec calme, avec intégrité. Les leaders solides sont ceux qui n'ont pas peur de déplaire, parce qu'ils ne cherchent pas à plaire, ils cherchent à être justes. Juste envers eux-mêmes et juste envers ceux qu'ils accompagnent.
Et c'est cette justesse, cette constance, cette lucidité qui fait d'eux des repères, des piliers, des voix qu'on respecte, même quand elles disent non. À première vue, on pourrait croire que le leadership repose sur la stratégie, la vision, la capacité à motiver les autres. Et c'est vrai, en partie. Mais derrière ces qualités visibles se cache une fondation bien plus profonde, moins spectaculaire, mais absolument essentielle. La conscience de soi. Sans elle, toutes les compétences techniques du monde sonnent creux. Sans elle, un leader peut avancer, mais sans jamais vraiment savoir pourquoi, ni où il va vraiment. La conscience de soi, c'est cette capacité à se voir avec clarté, à reconnaître ses schémas, ses émotions, ses réactions automatiques, à voir d'où viennent ses décisions, ce qui les influence, ce qui les déforme parfois. C'est un miroir, mais un miroir lucide, sans phare, sans flatterie, et peu de gens osent vraiment s'y regarder longtemps. Pourtant, ce regard intérieur est l'un des outils les plus puissants que vous puissiez développer, parce qu'il vous ancre, il vous stabilise, il vous empêche de devenir esclave des circonstances, il vous rend capable de choisir et non de réagir. Un leader conscient de lui-même ne cherche pas à tout contrôler à l'extérieur. Il commence par se maîtriser à l'intérieur. Il sait quand il est sous stress. Il reconnaît quand l'ego prend le dessus. Il sent quand une peur essaie de déguiser une décision. Et au lieu de fuir cela, il l'accueille, il le nomme, il l'intègre. Cette lucidité crée une autorité naturelle, parce qu'elle inspire la confiance. Les gens sentent quand quelqu'un est clair avec lui-même. Ils perçoivent l'absence de jeu, l'absence de masque. Et cela les rassure. Ils savent qu'ils ne seront pas manipulés, qu'ils ne seront pas pris dans une tempête émotionnelle déguisée en décision rationnelle. Mais pour en arriver là, il faut oser se poser les bonnes questions. Pas seulement « que dois-je faire ?», mais « pourquoi est-ce que je veux faire cela ? Qu'est-ce que cela touche en moi ? Est-ce vraiment aligné avec mes valeurs ? Ou est-ce une fuite, une compensation, un besoin de reconnaissance déguisé ?» Ce genre d'interrogation n'est pas confortable. Elle peut ébranler, elle peut ralentir, mais elle purifie. Elle rend chaque choix plus juste, chaque parole plus cohérente, chaque action plus forte. Un leader qui ne se connaît pas devient facilement prisonnier de son personnage. Il joue un rôle, parfois bête avec talent, mais ce rôle finit par l'étouffer. Parce qu'à force de plaire, d'impressionner, de performer, il oublie qui il est vraiment. Et cette déconnexion finit par se voir. Dans la fatigue, dans la perte de sens, dans les décisions incohérentes, dans le manque d'inspiration. À l'inverse, plus vous vous rapprochez de vous-même, plus votre voix devient stable. Elle n'a pas besoin de crier. Elle n'a pas besoin de convaincre. Elle est là, elle porte. Parce qu'elle est ancrée dans une vérité intérieure. La conscience de soi ne signifie pas l'obsession de soi. Ce n'est pas passer son temps à s'analyser, à douter, à ruminer. C'est une posture d'écoute, une présence intérieure, une capacité à sentir quand quelque chose sonne faux et à corriger avant même que cela n'éclate. C'est aussi ce qui vous permet de mieux comprendre les autres. Parce que plus vous êtes lucide sur vos propres mécanismes, plus vous devenez capable de percevoir ceux des autres sans jugement. Vous les voyez avec empathie. Vous détectez les peurs derrière les colères, les blessures derrière les attaques, les besoins derrière les résistances. Et c'est cela qui crée un leadership humain. Un leadership qui relie, qui inspire, non pas par domination, mais par résonance. Mais cette posture demande du courage, car elle oblige à renoncer à certaines illusions, à certains conforts, à certaines justifications. Elle oblige à dire « oui, j'ai été dur ici parce que j'étais moi-même blessé » ou « j'ai évité cette discussion parce que j'avais peur du conflit ». Ce genre de lucidité n'est pas facile, mais elle est libératrice. Parce qu'une fois que vous avez vu vos propres angles morts, ils ne vous contrôlent plus. Vous pouvez choisir autrement. Vous pouvez évoluer. Vous pouvez devenir plus aligné, plus juste, plus libre. Et cela, les gens le sentent. Ils sentent cette transformation. Ils sentent que vous n'êtes pas figé, que vous êtes en mouvement, que vous grandissez. Et cela les autorise eux aussi à grandir. C'est là une des plus grandes puissances du leadership conscient. Ils ne cherchent pas à briller. Ils cherchent à éclairer. Ils ne cherchent pas à dominer. Ils cherchent à élever. Ils ne cherchent pas à impressionner. Ils cherchent à connecter. Et pour cela, ils commencent par une seule chose. Se regarder en face. Pas pour se juger, mais pour se comprendre. Se réconcilier
et devenir, jour après jour, la version la plus cohérente de soi-même. Quand on parle de communication, la plupart des gens pensent aux mots, aux phrases bien formulées, aux arguments, à la clarté du langage. Et bien sûr, tout cela compte. Mais ce que l'on oublie trop souvent, c'est que ce qui précède les mots, ce qui les porte, ce qui leur donne de la puissance ou les vide de leur substance, c'est votre énergie intérieure. Cette énergie invisible, impalpable, mais bien réelle, est au cœur de chaque interaction humaine. Vous pouvez dire les bonnes choses, employer les bons mots, utiliser la bonne posture. Mais si, à l'intérieur de vous, il y a de la peur, de la tension, de la confusion, cela se ressentira. L'autre ne saura peut-être pas l'expliquer, mais il le percevra. Il sentira un décalage, une dissonance, quelque chose qui ne sonne pas juste. Inversement, vous pouvez parler simplement, sans effet de style. Mais si vous êtes pleinement présent, aligné, centré, vos mots auront un poids que rien ne pourra égaler. Parce qu'ils viennent d'un endroit vrai, d'un lieu intérieur stable. Votre état intérieur agit comme un émetteur. Il transmet bien au-delà de ce que vous dites. Il envoie des signaux subtils. Il colore vos gestes, vos silences, votre regard, votre rythme. Il influence tout. Un leader qui entre dans une pièce avec calme, ouverture, clarté d'esprit, transforme immédiatement l'atmosphère, sans avoir encore prononcé un mot. Ce n'est pas du charisme au sens théâtral, c'est une présence vibratoire, une qualité d'être qui se diffuse. À l'inverse, un leader qui arrive tendu, dispersé, préoccupé, même s'il tente de faire bonne figure, génère du stress autour de lui. Parce que l'énergie est contagieuse, nous captons les humeurs, même involontairement, et cela influence notre manière de recevoir un message. C'est pourquoi travailler votre communication ne peut jamais se limiter à la technique. Cela doit commencer par une hygiène intérieure, un retour à soi, une écoute de son propre état. Avant une prise de parole importante, au lieu de répéter encore et encore vos notes, demandez-vous: dans quel état suis-je? Suis-je tendu, présent, concentré, agité? Et surtout, qu'est-ce que je transmets en ce moment sans le vouloir? Car vous ne pouvez pas ne pas communiquer. Même dans le silence, vous envoyez des signaux. Votre posture, votre respiration, votre regard parlent pour vous. Et tout cela est nourri par votre état intérieur. C'est pourquoi les leaders les plus puissants sont souvent ceux qui ont un travail intérieur profond. Pas forcément spirituel, mais une capacité à se recentrer, à se réguler, à se connaître. Ils savent que leur responsabilité ne s'arrête pas à ce qu'ils disent, elle s'étend à ce qu'ils incarnent. Vous pouvez dire à une équipe: je vous fais confiance. Mais si, en vous, il y a du doute, de la peur, un besoin de tout contrôler, ils le sentiront, et vos mots perdront leur force. À l'inverse, si vous dites peu, mais que tout en vous rayonne la confiance, la solidité, la sécurité, cela s'imposera de manière naturelle, sans avoir besoin de convaincre. C'est pourquoi cultiver votre énergie est une part essentielle du leadership. Cela peut passer par la méditation, la respiration consciente, le sport, le silence, la nature. Peu importe le moyen. Ce qui compte, c'est de retrouver ce point de calme intérieur. Ce calme n'est pas une absence d'émotion. C'est une maîtrise douce. C'est une capacité à observer ce qui vous traverse sans vous y noyer, à sentir l'agitation sans y céder, à accueillir le doute sans qu'il vous freine. Et c'est cela qui vous rend puissant. Parce que votre communication ne devient plus une performance. Elle devient une extension naturelle de votre état d'être. Quand vous êtes aligné, vous ne cherchez pas vos mots. Ils viennent, vous ne cherchez pas à convaincre. Vous rayonnez, vous ne forcez rien, vous proposez. Et c'est cette absence de pression qui attire. Les gens ne veulent pas seulement des leaders compétents, ils veulent des leaders stables, qui tiennent debout quand tout tremble, qui apportent de la clarté dans le chaos, qui dégagent quelque chose de sûr, même quand eux-mêmes doutent. Et cela ne s'apprend pas dans les livres, cela se cultive de l'intérieur. Alors, avant votre prochaine réunion, votre prochain échange, prenez un instant, fermez les yeux, ressentez votre corps, votre respiration, votre tension éventuelle. Laissez tout ça s'apaiser, revenez à vous, et entrez dans la pièce non pas comme quelqu'un qui doit prouver quelque chose, mais comme quelqu'un qui est là, pleinement, présent, ouvert. Vous verrez, même sans dire un mot, tout aura déjà commencé à changer. Dans un monde où tout le monde parle, ceux qui savent vraiment écouter deviennent rares. Et pourtant,
Ce sont eux qui changent les relations. Ce sont eux qui apaisent les tensions. Ce sont eux qui inspirent la confiance. L'écoute véritable est un acte radical. Elle demande de mettre son ego de côté, de suspendre son jugement, de taire son besoin de répondre. Elle exige une présence totale, une ouverture d'esprit, une attention sans filtre. Et c'est précisément cela qui en fait un outil de leadership extraordinairement puissant. Beaucoup croient écouter, mais en réalité, ils attendent leur tour pour parler. Ils entendent les mots, mais ne captent pas les silences. Ils réagissent aux phrases, mais pas à l'émotion derrière. Ils écoutent pour répondre, pas pour comprendre. Et cette différence change tout. Un vrai leader ne cherche pas à avoir toujours raison. Il cherche à comprendre profondément ce que vit l'autre, ce qui le pousse à agir, ce qu'il n'ose pas dire, ce qu'il ne sait même pas qu'il ressent. Et pour atteindre ce niveau d'écoute, il faut ralentir, se rendre disponible, sortir de ses certitudes. Car écouter, ce n'est pas seulement tendre l'oreille, c'est écouter avec tout son être, ses yeux, son corps, son intuition. C'est sentir quand quelqu'un dit « ça va », alors que tout en lui hurle l'inverse. C'est remarquer un regard qui fuit, une voix qui tremble, une énergie qui baisse. Et c'est là que commence le vrai dialogue. Pas celui des mots, mais celui des êtres. Quand vous écoutez vraiment, sans interrompre, sans conseiller, sans juger, quelque chose se passe. L'autre se sent vu, entendu, validé. Et cette reconnaissance crée un espace de sécurité. Un espace où il peut se dévoiler, se détendre, être vrai. Et dans ce climat de vérité, les relations changent. Les conflits se désamorcent, les tensions se relâchent, les idées circulent, la confiance naît. Parce que la personne en face sent que vous ne cherchez pas à la convaincre, mais à la rencontrer. Un leader qui sait écouter devient un aimant. Les gens viennent vers lui non pas parce qu'il a toutes les réponses, mais parce qu'il crée un espace où les réponses émergent. Ils savent qu'ils peuvent penser à voix haute, se tromper, douter, explorer, sans être coupés, corrigés, jugés. Mais pour développer cette qualité d'écoute, il faut aussi apprendre à écouter, en soi, les réactions automatiques. Le besoin de reprendre le contrôle, l'impatience, l'envie de donner une solution, et choisir, à la place, de rester là. Présent, accueillant, silencieux, disponible. Ce silence n'est pas vide, il est plein, plein de présence, plein de respect, plein de confiance dans le processus. Et parfois, c'est dans ce silence que naissent les vraies prises de conscience. Parce que l'autre, enfin écouté, s'écoute lui-même pour la première fois. Dans une réunion, une négociation, un entretien, cette posture change tout. Elle désamorce les jeux de pouvoir. Elle dégonfle les égos. Elle révèle ce qui compte vraiment. Un collaborateur qui se sent écouté est un collaborateur engagé. Parce qu'il sent que sa voix compte. Qu'il n'est pas un pion, mais un partenaire. Et cela le pousse à s'investir, à proposer, à s'aligner. Mais attention, écouter ne veut pas dire être d'accord. Ce n'est pas céder. Ce n'est pas tout accepter. C'est simplement reconnaître ce qui est là. Avant de poser un cadre, une direction, une réponse. Et cela change la manière dont vous êtes perçu. Vous n'êtes plus celui qui impose. Vous êtes celui qui compose, qui ajuste, qui guide sans écraser. Dans un monde saturé d'opinions, d'informations, de bruit, l'écoute devient une forme de rébellion, une forme d'élégance, une forme de sagesse, c'est aussi une forme d'amour. Car écouter, c'est dire à l'autre « tu existes, tu mérites mon attention, tu es digne d'être entendu ». Et cela, dans un monde pressé, est devenu rare et précieux. Les plus grands leaders de l'histoire n'étaient pas ceux qui parlaient le plus fort. C'étaient ceux qui savaient écouter ce que personne ne disait, ceux qui entendaient la détresse derrière les cris, le rêve derrière les silences, l'espoir derrière les plaintes. Et parce qu'ils écoutaient avec le cœur, ils savaient exactement quoi dire, quand le dire et comment le dire. Vous aussi, vous pouvez cultiver cette écoute. Dans chaque conversation, dans chaque regard, dans chaque interaction. En mettant votre attention non pas sur vous, mais sur l'autre. En choisissant de ne pas répondre tout de suite. En laissant un espace. Car parfois, ce n'est pas votre réponse qui aide. C'est votre présence. Dans un monde qui valorise le bruit, l'opinion constante, la réponse immédiate. Choisir le silence peut sembler étrange, voire contre-productif. Et pourtant, dans le leadership comme dans la vie,
Il arrive que ne rien dire soit plus puissant que n'importe quel discours. Le silence, quand il est conscient, devient une force d'écoute, une force de présence, une force d'impact. Beaucoup associent le silence à la faiblesse, à l'hésitation, à l'ignorance. Mais en réalité, le silence peut être une maîtrise suprême. Il dit « Je n'ai pas besoin de me justifier. Je suis à l'aise avec l'incertitude. J'observe, j'intègre, je choisis quand parler. » Dans une conversation tendue, celui qui garde le silence tient l'espace. Il ne nourrit pas le conflit. Il laisse l'autre se dévoiler, s'épuiser, parfois même se contredire. Et quand il choisit enfin de parler, ses mots tombent comme une vérité claire dans le vacarme. Le silence n'est pas un vide, c'est un contenant. Il laisse place à l'écho. Il donne du poids aux paroles, il offre du relief, il rend l'écoute possible. Il crée une respiration. Et dans ce monde qui parle trop, ce rythme différent est perçu. Il attire, il intrigue, il apaise. Un leader qui maîtrise le silence ne cherche pas à combler chaque blanc. Il sait que parfois, un regard suffit, une pause suffit, un geste vaut 1000 mots. Il ne parle pas pour meubler, mais pour toucher. Ce choix de sobriété rend ses prises de parole plus percutantes, car elles sont attendues, pesées, denses. On sent qu'elles viennent d'un endroit profond, qu'elles n'ont pas été lancées à la légère. Ce style de communication invite l'autre à ralentir aussi, à sortir du réflexe, à entrer dans une présence partagée. Et dans cette présence, des choses se disent sans être dites. Des compréhensions naissent sans explication. Le silence devient un outil stratégique. Il vous permet d'observer, de sentir l'atmosphère, de percevoir les tensions invisibles, d'identifier ce que l'autre ne dit pas, mais montre. Il vous donne une longueur d'avance. Mais attention, le silence n'est pas la fuite. Il ne s'agit pas de se taire par peur, par fatigue ou par désengagement. Il s'agit de se taire par choix. Un choix conscient, aligné, ajusté à la situation. C'est cela qui fait toute la différence. La qualité de l'intention derrière le silence. Un silence habité parle. Un silence vide inquiète. Un silence assumé rassure. Un silence subi crée du malaise. En tant que leader, votre silence peut avoir autant d'impact que vos discours. Il peut dire « Je vous écoute »,« Je vous fais confiance »,« Je réfléchis »,« Je suis là ». Il peut laisser l'espace pour que l'autre s'exprime. Il peut poser un cadre, sans un mot. C'est particulièrement vrai dans les moments émotionnels. Quand les mots ne suffisent pas. Quand parler serait trahir la profondeur de ce qui se vit. Dans ces instants, un silence plein d'humanité vaut plus qu'un discours bien écrit. Le silence est aussi un moyen de se protéger, de ne pas réagir à chaud, de ne pas dire ce que l'on regrettera, de ne pas se perdre dans l'agitation. Il crée un tampon, une zone de décantation. Il vous rend maître de votre énergie. Il est un outil de centrage, de recentrage. Il vous ramène à vous. Il vous permet de sentir « Qu'est-ce que je ressens vraiment? Quelle est la bonne réponse ici? Ai-je besoin de parler ou juste d'être là ?» Dans la vie quotidienne, apprendre à faire des pauses dans le flot verbal transforme les relations. Cela rend vos paroles plus choisies, plus vraies. Cela donne à l'autre l'espace d'exister. Cela ralentit les échanges. Et dans ce ralentissement, des profondeurs émergent. Un leader qui sait se taire inspire autant que celui qui sait parler, car il montre qu'il n'a rien à prouver, qu'il n'est pas pressé, qu'il n'a pas besoin d'occuper l'espace. Il montre qu'il fait confiance à l'espace lui-même. Et c'est là le secret. Le silence n'est pas un vide à combler, c'est un champ à habiter. Quand vous apprenez à l'habiter, avec présence, calme et intention, il devient un prolongement de vous. Il parle pour vous. Il dit « Je suis là, je ne fuis pas, je tiens ». Et cela, dans un monde bruyant, devient un acte révolutionnaire. Dans l'imaginaire collectif, un bon communicant est souvent celui qui sait bien parler, celui qui a les mots justes, l'argument implacable, le discours fluide. Et pourtant, dans l'ombre de cette éloquence se cache une autre compétence, plus subtile mais tout aussi décisive, l'art de poser les bonnes questions. Poser une question, ce n'est pas seulement demander une information, c'est ouvrir un espace, inviter à l'exploration, provoquer une réflexion. C'est déplacer l'attention, déclencher un déclic. Et parfois, une seule question bien formulée peut transformer une relation, une réunion, une décision. Un vrai leader ne cherche pas à avoir toutes les réponses. Il cherche à faire émerger l'intelligence collective.
Et pour cela, il sait que la qualité des questions qu'il pose détermine la profondeur des réponses qu'il recevra. Il ne s'agit pas de poser beaucoup de questions. Il s'agit de poser les bonnes, celles qui éclairent, qui révèlent, qui font réfléchir au lieu de figer. Des questions ouvertes, puissantes, simples, mais jamais simplistes. Une bonne question agit comme un miroir. Elle renvoie l'autre à lui-même, à sa propre logique, à ses contradictions, à ses désirs profonds. Elle ne donne pas de direction, mais invite au mouvement intérieur. Par exemple, au lieu de demander « Pourquoi tu as fait ça ?», ce qui sonne accusateur, un bon leader pourrait demander « Qu'est-ce qui t'a semblé important dans cette décision ?» Ce changement de ton transforme l'échange. Il ouvre au dialogue au lieu de bloquer dans la défense. De même, dans une réunion, au lieu de dire « Voilà ce que je propose, êtes-vous d'accord ?» Ceux qui attendent une validation, il est souvent plus fructueux de demander « Qu'est-ce que cette proposition vous inspire ? Qu'est-ce qui manque selon vous ?» Ce type de question crée de l'engagement, de la réflexion, de la responsabilité partagée. Il y a des questions qui clarifient. Qu'est-ce que tu veux vraiment ici ? Des questions qui révèlent. Qu'est-ce qui te bloque ? Des questions qui recentrent. Qu'est-ce qui est le plus important à ce stade ? Des questions qui élèvent. Et si tout était possible, que choisirais-tu ? Chaque question est un levier de conscience. Elle ne cherche pas à briller, mais à faire briller l'autre. Elle ne cherche pas à contrôler, mais à libérer. Mais poser de bonnes questions demande une posture, celle de l'écoute, du non-savoir, de la curiosité sincère. Il faut accepter de ne pas maîtriser la réponse, de se laisser surprendre, de cheminer avec l'autre. Cela demande aussi de la patience, de ne pas couper, de laisser le silence après la question, pour que l'autre ait le temps d'entrer en lui, de chercher, de sentir, de formuler. Et parfois, il faut oser poser la question que tout le monde évite, celle qui dérange, qui met à nu, qui montre le non-dit. Cela demande du courage, mais aussi beaucoup de respect, car une question mal placée peut blesser, mais bien placée, elle peut guérir. Les plus grands mentors, thérapeutes, éducateurs, ne sont pas ceux qui donnent des réponses. Ce sont ceux qui posent des questions qui vous suivent des années, qui travaillent en vous longtemps après l'échange, qui continuent à raisonner, à ouvrir. Dans le leadership, poser des questions puissantes est un acte de confiance. Confiance en l'autre, en sa capacité à trouver, à comprendre, à évoluer. Ce n'est pas lui imposer une vision, c'est l'accompagner à accoucher de la sienne. Mais attention, il ne s'agit pas non plus de bombarder l'autre de questions. Cela peut devenir intrusif, épuisant, voire manipulateur. Le rythme, l'intention, le moment sont essentiels. Une bonne question arrive au bon moment, avec la bonne énergie. Dans une équipe, un leader qui pose de vraies questions fait naître la créativité. Il montre qu'il ne détient pas tout, qu'il est ouvert, accessible. Il transforme les réunions en laboratoires vivants. Il fait circuler les idées, les doutes, les intuitions. Et cela change l'ambiance. Les collaborateurs se sentent écoutés, considérés, stimulés. Ils deviennent co-créateurs et non simples exécutants. Dans la communication interpersonnelle, les bonnes questions désamorcent aussi les tensions. Elles me montrent de l'intérêt, de la considération, de l'envie de comprendre plutôt que de juger. Imaginez un conflit où, au lieu d'accuser, l'un dit à l'autre « Qu'est-ce qui est difficile pour toi dans cette situation ?» ou « De quoi aurais-tu besoin pour que ça fonctionne mieux ?» Ces simples questions ouvrent des mondes. Elles transforment un mur en pont. Et dans la communication avec soi-même aussi, poser de bonnes questions est un art. Qu'est-ce que je fuis en ce moment ? Qu'est-ce qui m'enthousiasme vraiment ? Quel serait le plus petit pas possible aujourd'hui ? Nous vivons dans un monde qui valorise les réponses rapides. Mais peut-être que ce dont nous avons le plus besoin, ce sont de meilleures questions. Car une bonne réponse vous éclaire un instant. Une bonne question, elle, vous éclaire toute une vie. Dans la vie comme en leadership, les défis sont inévitables. Les imprévus, les résistances, les critiques, les échecs. Tout cela fait partie du voyage. Mais ce qui distingue un leader, ce n'est pas l'absence de difficultés, c'est sa capacité à rester debout, à avancer malgré tout. Cette force intérieure, cette capacité à rebondir, c'est ce que l'on appelle la résilience émotionnelle. La résilience n'est pas un trait inné réservé à quelques élus. C'est une compétence qui se cultive, un muscle que l'on développe, une discipline que l'on adopte. Elle repose sur plusieurs piliers essentiels. Le premier, c'est la conscience de soi. Savoir reconnaître ses émotions,
sans les nier, sans s'y noyer. Accepter la colère, la peur, la déception comme des signaux, non comme des jugements. Cette reconnaissance permet de ne pas être submergé, mais de gérer activement ce qui se passe en soi. Le deuxième pilier, c'est la gestion du stress. Apprendre à respirer, à se recentrer, à retrouver le calme au milieu du tumulte. Car une émotion mal gérée peut brouiller le jugement, déformer la perception, nuire à la prise de décision. Le troisième, c'est la capacité à garder une vision claire. Quand tout semble s'effondrer autour de vous, la résilience, c'est aussi savoir regarder au-delà du chaos, garder en tête le cap, le but, la mission. Cette ancre mentale donne la force de traverser les tempêtes. Le quatrième pilier, c'est le soutien. Personne ne peut tout faire seul. S'appuyer sur une équipe, sur des pairs, sur des mentors, c'est un choix de sagesse, non de faiblesse. Partager ses doutes, ses peines, ses questionnements aide à décharger le poids émotionnel. La résilience émotionnelle se manifeste aussi dans la manière dont un leader communique dans l'adversité. Plutôt que de céder à la panique ou à l'agressivité, il garde la maîtrise de sa voix, de son ton, de son message. Il choisit ses mots avec soin. Il parle avec honnêteté, mais sans dramatisation. Il montre qu'il est en contrôle sans être fermé. Cette attitude rassure. Elle crée un climat où les autres peuvent aussi retrouver leur équilibre, où ils savent que malgré les difficultés, il y a un cap, une direction, une lumière. Mais construire cette résilience demande du travail au quotidien. Ce n'est pas un état qui tombe du ciel, c'est une pratique, une intention, un engagement envers soi-même. Cela peut passer par des rituels simples, une méditation quotidienne, une marche en pleine nature, un moment de silence, une lecture inspirante. Ce sont ces petites pauses qui permettent de recharger les batteries émotionnelles. Cela demande aussi d'accepter l'imperfection. Le leader résilient ne nie pas ses erreurs. Il ne cherche pas à paraître invincible. Il reconnaît ses failles, apprend de ses échecs, ajuste sa trajectoire. Cette authenticité dans la vulnérabilité est une force. Elle crée du lien, elle humanise, elle donne confiance. Car la résilience ne signifie pas ignorer la douleur. Elle signifie marcher avec elle, la porter, la transformer. Un leader qui cultive cette résilience inspire la loyauté. Il devient un phare dans la tempête, quelqu'un vers qui on se tourne quand les vents sont violents, parce qu'il incarne la stabilité. Dans les moments critiques, sa voix ne tremble pas, son regard ne fuit pas, sa parole ne vacille pas, et cette présence calme, forte, donne l'énergie nécessaire pour avancer ensemble. Finalement, la résilience émotionnelle, c'est la capacité à dire « Oui, ce n'est pas facile. Oui, il y aura des épreuves, mais nous sommes capables. Nous sommes ensemble, nous irons plus loin. » C'est ce message, porté par la cohérence intérieure, la maîtrise émotionnelle et la clarté de la vision, qui fait toute la différence. Dans notre monde moderne, la complexité est partout. Les informations affluent, les situations deviennent imbriquées, les enjeux se multiplient. Pour un leader, naviguer dans cette complexité est un défi permanent. Pourtant, sa mission est de rendre clair ce qui semble confus, de simplifier sans jamais trahir la profondeur. Beaucoup pensent que simplifier, c'est réduire, aplatir, voire déformer. C'est une idée fausse. La simplification est un art délicat. Elle consiste à mettre en lumière l'essentiel, à éliminer le superflu, à révéler la structure profonde derrière le chaos apparent. Un bon leader sait que la complexité ne doit jamais être une excuse pour noyer ses interlocuteurs sous un flot d'informations. Au contraire, c'est une invitation à la pédagogie, à la clarté, à la finesse. Simplifier, c'est choisir ses mots avec soin. C'est construire un discours qui avance pas à pas, qui guide sans brusquer, qui éclaire sans assommer. C'est aussi comprendre que la compréhension est un processus. On ne donne pas tout d'un coup. On accompagne, on éclaire, on répète, on reformule, on illustre. Un leader clair dans la complexité est comme un guide de montagne. Il connaît les sentiers, les pièges, les sommets. Il ne laisse personne se perdre. Il prend le temps d'expliquer chaque étape. Il ajuste son rythme, il invite à lever les yeux vers l'horizon. Cette clarté construit la confiance. Elle rassure, elle motive. Elle donne à chacun la capacité de prendre sa place, de comprendre son rôle, de s'engager pleinement. Mais pour cela, le leader doit lui-même être en paix avec la complexité. Il doit l'accueillir sans peur. Il doit s'autoriser à ne pas tout savoir, mais à savoir où chercher.
Car la clarté ne naît pas de la certitude aveugle. Elle naît de la lucidité, de l'humilité, de la capacité à dire « je ne sais pas tout, mais voici ce que je vois ». Cela crée un espace de dialogue, un espace où les idées circulent, où les différences s'expriment sans être exclues. Simplifier, c'est aussi faire preuve d'empathie cognitive. C'est se mettre à la place de celui qui écoute. Comprendre son niveau, ses préoccupations, ses filtres. Ajuster son discours en conséquence. Et parfois, simplifier demande de résister à la tentation d'en mettre trop, d'en faire trop, d'en dire trop. Parce que le superflu fatigue, il noie, il décourage. Le défi est de garder la profondeur tout en allégeant la forme, de transmettre la complexité sans l'alourdir. Cela demande du travail, de la préparation, de la relecture, de la reformulation. Un bon leader révise toujours ses messages. Il teste, il demande du feedback, il adapte, il affine, parce que la clarté est un cadeau que l'on fait aux autres, un cadeau qui leur permet de se saisir du sujet, de le comprendre et d'agir. Quand un leader parle avec clarté dans la complexité, il devient un phare, un point fixe dans la tempête, un repère qui guide. Et dans ce rôle, sa parole prend toute sa puissance. Un leader qui réussit n'est jamais surpris par les défis. Il ne laisse rien au hasard. Il comprend que la préparation est la clé de la confiance, de la clarté et de l'impact. Préparer, c'est anticiper. C'est envisager les questions, les objections, les difficultés. C'est construire un plan solide, une ligne claire. Et surtout, c'est s'entraîner. La préparation ne se limite pas à répéter un discours. Elle inclut la connaissance profonde du sujet, la compréhension des enjeux, la maîtrise de son état émotionnel, la gestion du temps. C'est un travail complet, minutieux, exigeant. Un leader préparé connaît ses forces et ses limites. Il sait quelles informations doivent être partagées, comment les structurer, quelles sont les priorités. Il prépare aussi ses réponses aux critiques potentielles sans se laisser enfermer dans un script rigide. Cette anticipation lui permet de parler avec assurance, de s'adapter en temps réel, de rester flexible tout en gardant le cap. Préparer, c'est aussi s'entraîner à écouter, à comprendre son public, à ressentir l'énergie de la salle, à ajuster le ton, le rythme, les mots. Cela demande une connaissance fine des dynamiques humaines. La préparation permet aussi de réduire le stress, parce qu'elle crée un sentiment de contrôle. Elle réduit l'incertitude. Elle vous donne un socle solide sur lequel vous appuyer. Mais attention, la préparation ne doit pas étouffer la spontanéité. Elle doit au contraire libérer, permettre d'être à la fois structuré et vivant, organisé et authentique. Un leader préparé ne récite pas un texte. Il incarne son message. Il le fait vivre. Il répond aux questions, même imprévues. Il sait quand improviser et quand revenir à sa ligne directrice. Cette capacité vient d'une préparation rigoureuse, mais aussi d'une confiance en soi cultivée. Préparer, c'est aussi se préparer à ne pas tout contrôler, à accepter les imprévus, à gérer l'inattendu. Parce que la vraie maîtrise réside dans la capacité à rester calme et efficace même quand les choses dévient. Un leader préparé, c'est aussi quand se taire, quand écouter, quand poser une question. Il connaît l'importance des pauses, des silences, des regards. Enfin, la préparation est un respect. Un respect envers soi-même, envers son auditoire, envers la mission que l'on porte. C'est ce respect qui donne du poids à la parole, qui inspire l'engagement, qui construit la crédibilité. La préparation transforme une prise de parole en un moment de connexion, un moment où les idées circulent, où les émotions se rencontrent, où les projets avancent. Et c'est dans ces moments-là que le leadership devient réel. Le conflit fait partie intégrante de toute interaction humaine, surtout dans le leadership. C'est un défi, certes, mais aussi une opportunité. Une occasion de clarifier, de renforcer les relations, d'ouvrir des voies nouvelles. Un bon leader ne fuit pas le conflit. Il le comprend, il l'accueille. Et surtout, il sait le gérer avec intelligence. Gérer un conflit ne signifie pas éviter les désaccords ou imposer sa volonté. Cela signifie créer un espace où les divergences peuvent s'exprimer sans violence, où les frustrations peuvent être entendues, où les besoins derrière les positions peuvent être reconnus. La première étape est de garder son calme. Face à la colère ou à la tension, il est facile de se laisser emporter. Mais un leader sait que sa stabilité est un point d'ancrage pour tous. Sa voix posée, son regard ouvert, son écoute attentive peuvent apaiser avant même que les mots ne viennent.
Ensuite, il faut écouter activement. Pas simplement entendre, mais chercher à comprendre. Quel est le vrai problème? Quelles émotions sont en jeu? Quels intérêts sont cachés sous les positions affichées? Cette compréhension permet de sortir des jugements et des accusations. Elle ouvre la porte au dialogue constructif. Il est aussi essentiel de rester centré sur les faits, en évitant les généralisations, les attaques personnelles, les reproches. Cela aide à garder la discussion sur un terrain concret et évite l'escalade. Parfois, un leader doit poser des limites claires, ce qui est acceptable ou non dans les échanges. Ces limites sont un cadre de respect mutuel, garantissant que le conflit ne bascule pas dans la violence verbale ou émotionnelle. Une autre compétence cruciale est la capacité à exprimer ses besoins et sentiments de manière claire et non agressive. Dire «je ressens» plutôt que «tu fais» change complètement la dynamique. Cela invite l'autre à s'ouvrir plutôt qu'à se fermer. Le leader est aussi celui qui sait quand faire une pause, quand laisser retomber la pression, quand reporter une discussion pour mieux la reprendre. Gérer un conflit, c'est aussi savoir rechercher des solutions gagnant-gagnant, où les besoins de toutes les parties sont pris en compte. Ce processus demande de la patience, de la flexibilité et une volonté réelle de construire une relation durable. Un bon leader utilise le conflit comme un moteur de croissance. Il ne voit pas l'opposition comme un obstacle, mais comme une occasion d'approfondir la compréhension, de renforcer la cohésion, d'améliorer les processus. Cela demande un travail sur soi, sur ses réactions automatiques, ses peurs, ses jugements. Cela demande de la pratique, de l'humilité et souvent du courage. Mais les bénéfices sont immenses. Une équipe où le conflit est bien géré est plus soudée, plus engagée, plus performante. Elle développe la confiance nécessaire pour innover, prendre des risques, avancer ensemble. Le leadership face au conflit, c'est une danse délicate. Un équilibre entre fermeté et ouverture, écoute et expression, structure et flexibilité. Et c'est dans cette maîtrise que se révèle un leader vrai, humain, respecté. Le leadership ne se mesure pas uniquement dans l'instant. Il s'évalue aussi dans ce que vous laissez derrière vous. L'impact que vous avez sur les personnes, les projets, la culture, les valeurs. L'héritage que vous construisez, consciemment ou non, définit votre véritable influence. Un leader visionnaire ne pense pas seulement à ce qu'il fait aujourd'hui. Il pense à ce qui survivra à son passage, à ce qui continuera à inspirer, guider, transformer quand il ne sera plus là. Cet héritage est souvent invisible à court terme. Il ne se voit pas dans les résultats immédiats. Il s'incarne dans les attitudes, les comportements, les croyances transmises. Il se nourrit de la qualité des relations entretenues, de la confiance bâtie, de l'exemple donné. Construire un héritage de leadership demande de la cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites, entre vos valeurs affichées et vos actes quotidiens. Les contradictions fragilisent cet héritage. Les messages incohérents créent du doute. Mais la cohérence génère la crédibilité. Il demande aussi de la patience. Car un héritage ne s'impose pas du jour au lendemain. Il se tisse avec le temps, par la constance, par l'endurance. Il repose sur une vision claire, partagée, vivante. Une vision qui donne du sens et fédère. Mais surtout, cet héritage est un cadeau, un don que vous faites aux autres. Une invitation à poursuivre un chemin, à porter un flambeau. Cela implique une forme d'humilité. Car votre leadership ne vous appartient pas seul. Il est le fruit d'un travail collectif, d'une histoire partagée. C'est pourquoi un grand leader sait aussi se faire petit. Passer le relais, former les autres, inspirer la relève. Il sait que sa force ne réside pas dans le pouvoir personnel, mais dans la capacité à créer des écosystèmes durables. Il s'efface pour que d'autres brillent. Il enseigne pour que d'autres grandissent. Cet héritage, il le construit dans chaque décision prise avec intégrité, dans chaque parole donnée avec sincérité, dans chaque acte posé avec responsabilité. Et même dans les moments difficiles, il maintient ce cap, car c'est ce qui donne sa profondeur au leadership. Enfin, laisser un héritage, c'est aussi accepter sa propre finitude. Reconnaître que l'on est une étape, non un aboutissement. Cette conscience ouvre à la transmission, à la gratitude, à la paix intérieure. Et c'est cette paix, ce sens élargi, cette posture d'ouverture qui rendent le leadership véritablement immortel.